À quoi pouvait ressembler la Réunion avant que les tout premiers colons ne s'y installent? Il faut s'imaginer une époque où à la place des gros immeubles bétonnés, on avait des cascades tellement pures qu'on pouvait les voir briller depuis le large. Aucune construction humaine, juste une nature sauvage et luxuriante, et au lieu du bruit des moteurs piégés dans les embouteillages interminables, il y avait le chant de milliers d'oiseaux, de perroquets, et des vagues de tortues venaient pondre sur nos plages. Vous pensez que j'en fais un peu trop? Eh ben si vous voulez vous plaindre, c'est pas auprès de moi, mais auprès des récits d'anciens navigateurs européens venus se ressourcer sur l'île. Mais si la Réunion était si incroyable là, pourquoi est-ce que ce bon navigateur que les Européens ou les Arabes, pourquoi est-ce que Bana n'a pas arrêté la même justement? Eh bien la Réunion était loin des routes commerciales de l'époque, et son relief volcanique, bien que magnifique, rendait l'île très difficile d'accès. Ce qui explique son peuplement très tardif dans l'histoire, à savoir il y a 300 ans à peine. On pourrait même se poser la question inverse, pourquoi a-t-on même décidé de s'installer ici au beau milieu de l'océan Indien? Et en plus, qui plus est, spoil alerte attention, ce sont des Français, et pourquoi pas des Anglais ou des Hollandais qui alors dominaient l'océan Indien à cette époque? Et bien pour le savoir, jetons d'abord un œil à ce qui se passait dans le monde entier à cette époque. On commence notre aventure au début du XVIe siècle, où deux superpuissances, l'Espagne et le Portugal, se partagent la planète grâce au traité de Tordesillas. Si ce nom ne vous dit absolument rien, c'est que vous n'avez pas regardé l'épisode précédent. Si c'est votre cas, pas la peine de stresser, mettre pause tranquillement, allez garder les descriptions, mais mettre un épisode gardé. Donc l'Espagne et le Portugal se partagent le monde. Mais bien sûr, les autres pays européens veulent aussi leur part du gâteau. Le roi de France, François Ier, conteste le traité de Tordesillas et envoie le navigateur Jacques Cartier explorer le continent américain. Jacques Cartier découvre des terres près du fleuve Saint-Laurent et baptise ce nouveau pays Canada. Alors pourquoi d'abord l'Amérique et pas l'océan Indien? Eh bien surtout parce que l'Amérique est plus proche du continent européen et à cette époque on pense qu'il y a beaucoup d'or là-bas. En tout cas, les Espagnols en trouvent à la foison et cela leur permet de financer leurs armées. La France établit donc des colonies en Amérique du Nord dans une région qu'on appelle la Nouvelle-France. Mais ces colonies, comparées à celles des Espagnols et des Anglais, sont très modestes. Sans métaux précieux ni culture rentable, ce premier projet colonial français va vite s'essouffler. Maintenant du côté de l'océan Indien. Ici, les Portugais règnent en maître, mais plus pour longtemps. Ils possèdent de nombreux comptoirs sur la route des Indes, mais ces derniers sont petits et fragiles et donc faciles à prendre. De plus, énorme coup dur pour eux, le roi portugais Sébastien va mourir en 1578 lors d'une bataille au Maroc et ne laisse aucun héritier derrière lui. Le roi d'Espagne, Philippe II de Habsbourg, qui est aussi le fils d'une princesse portugaise, en profite donc pour prétendre au trône. Le Portugal est donc annexé par l'Espagne, c'est le début de la fin de l'Empire portugais. Et comme le dit ce bon vieux dicton, le malheur des uns font le bonheur des autres, c'est pourquoi l'Angleterre et les Hollandais s'emparent rapidement des anciens comptoirs portugais dans l'océan Indien et créeront deux énormes compagnies commerciales maritimes, la Verenigde Oost-Indische Compagnie, ou VOC pour les Hollandais, et la East India Company, ou EIC pour les Anglais. Et donc pour résumer, à la fin de ce XVIe siècle, l'Empire portugais dans l'océan Indien va rapidement s'effondrer pour laisser place aux Anglais et Hollandais qui vont alors faire profit, tandis que l'Espagne, qui contrôle alors la grande partie de l'Amérique, devient une menace de plus en plus grandissante en Europe. Et la France, qu'est-ce qu'elle devient la France dans tout ça? Eh bien la France, il arrête le crin. Il arrête le quart et donc il est à la traîne. Cela fait une excellente transition pour la suite puisque nous allons nous intéresser maintenant au contexte national en France à ce moment de l'histoire. Alors ceux qui suivaient en cours d'histoire savent qu'au XVIe siècle, la France est embourbée dans des guerres de religion entre les chrétiens et les protestants. Ce qui commence par de petites querelles va dégénérer en véritable bain de sang, comme le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Pour calmer le jeu, Henri de Bourbon, un prétendant protestant au trône, se convertit au catholicisme et devient Henri IV en 1594. Il signe l'édit de Nantes en 1598, garantissant la liberté de culte. La situation semble s'apaiser, mais ce n'est que temporaire, puisque Henri IV est assassiné et son fils Louis XIII, élevé dans la foi catholique, reprend les hostilités contre les protestants. Il va nommer Premier ministre le cardinal de Richelieu, et c'est cet homme qui va jouer un rôle clé dans la suite de notre histoire, puisque c'est celui qui va jeter les bases du futur empire colonial français. Mais avant de parler de tout ça, regardons la situation de la France face aux autres puissances européennes. La dynastie des Habsbourg, qui règne en Espagne, gagne du terrain dans toute l'Europe, est en guerre contre les pays d'Europe du Nord protestants et entoure dangereusement la France. La France, pays fondamentalement catholique, est alors tiraillée.
Est-ce qu'il faut s'allier avec l'Espagne ou avec les pays protestants? Finalement, elle choisit de combattre l'Espagne. Comme quoi la religion en France est très importante, mais il ne faut pas non plus être plus catholique que le pape. Richelieu conseille donc à Louis XIII de renforcer sa puissance maritime. Mais ce n'est pas gagné d'avance. La France n'a pas de marine permanente, Louis XIII se méfie de Richelieu et pour couronner le tout, il n'aime pas la mer. La France a toujours été tournée vers la terre, c'est la plus grande puissance agricole d'Europe. En France, la terre, c'est l'abondance, c'est le plaisir, c'est la poule au pot le dimanche, c'est le carré poulet, le civet la pâte cochon, tandis que la mer, c'est plus le danger, la privation, le poisson, le genre du carême, le rougail souno. Mais Richelieu n'est pas du genre à abandonner. Il va instaurer une marine française permanente et il trouve un atout stratégique dans toute guerre, l'information. En effet, il y a énormément de petits marchands français en Espagne. Lorsque ces derniers rentrent en France, hop, on passe d'abord par le bureau de Monsieur Richelieu et on dévoile tout ce qu'on a vu et entendu. Richelieu comprend l'importance de ces réseaux de renseignement, cela lui permettra de déjouer beaucoup de complots contre lui. Richelieu aurait ainsi fondé des colonies au Québec, aux Antilles et à Madagascar, non pas pour le commerce, mais comme point d'observation, et aussi pour étendre la religion catholique. Il faut savoir que Richelieu se préoccupait très peu des guerres de religion en France. Il fallait donc qu'il prouve sa foi en tant que cardinal. De fait, les peuples dans les colonies vont être convertis au catholicisme. Donc voilà, Richelieu ne va pas non plus créer un empire colonial à proprement parler, mais il va jeter les premières bases pour ses successeurs. Et c'est en regardant vers l'océan Indien, et plus précisément Madagascar, que nous allons nous rapprocher des débuts du peuplement réunionnais. Mais avant de barrer plus loin, oublie pas de mettre un j'aime, oublie pas de partager les vidéos à d'autres réunionnais pour que ceux-ci puissent réapproprier à d'autres l'histoire, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Évidemment que ce genre de vidéos me prennent beaucoup de temps, donc si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à faire ces petits gestes simples et gratuits. Et si tu souhaites en savoir plus sur un passage de la vidéo, dis-le moi en commentaire ou jette un œil à la description, c'est là que j'y mets tous les liens de mes sources. Nous sommes donc ici vers la fin du XVIe siècle, les Hollandais naviguent sur les vastes étendues de l'océan Indien à la recherche de routes commerciales lucratives vers les Indes. En 1598, ils s'installent sur une île qu'ils nomment Mauritius, en l'honneur du prince Maurice de Nassau. Pourquoi ici? Parce que l'île constitue une bonne escale sur la route vers les îles Moluques, qui permettent aux Hollandais de garder le monopole du commerce du riz girofle et de la muscade. Mais attention, Mauritius n'est qu'une escale, un point d'appui sans véritable peuplement. Les Hollandais cherchent avant tout un atout géostratégique, jusqu'à ce que l'île perde son intérêt au profit d'une nouvelle base au cap de Bonne-Espérance, mieux située et plus prometteuse. Les Hollandais n'oublieront pas de vider l'île Maurice de toutes ses ressources naturelles avant de s'en aller. Peu après, en 1613, une autre île attire l'attention des Européens, l'île Mascarin, à savoir la Réunion. Mais celle-ci, malgré sa beauté verdoyante, qui lui vaut le surnom d'England's Forest par les Anglais, ne suscite pas le même intérêt. Sa position géographique et son relief difficile, moins avantageux pour les ambitions militaires et commerciales de l'époque, fait qu'elle est rapidement mise de côté. Et c'est là que la France entre en scène. En 1630, avec la création de la compagnie particulière sous l'égide de Louis XIII, la France se lance dans la course coloniale. Cette compagnie avait un objectif clair, explorer et établir la présence française dans l'océan Indien. C'est en 1638 qu'une de ces expéditions menée par le navire Saint-Alexis marque un tournant en revendiquant une prise de possession de l'île Mascarin. Mais cette première prise de possession fait l'objet de controverses chez les historiens, notamment autour du récit de François Coche, qui est alors le meneur de cette expédition. En gros, le gars est soupçonné d'avoir menti, d'avoir mis la gamme, tout ça pour toucher un plus gros pactole. Ce qui est certain, c'est que l'aventure du Saint-Alexis ne s'arrête pas là. Après ses péripéties au Mascareigne, le navire fait naufrage sur les côtes malgaches, laissant seulement 10 survivants. En 1642 naît la Compagnie des Indes, mais rapidement rebaptisée Compagnie de Madagascar, car on se rend compte que l'Inde est déjà prise par les Anglais. Cette même année, une expédition audacieuse est lancée. À bord du navire Saint-Louis, 12 hommes et 2 commandants, Prony et Foucambourg, sont envoyés avec la mission périlleuse de conquérir Madagascar. Ils retrouvent les survivants du naufrage du Saint-Alexis à Saint-Luce, un lieu qui marque le début d'une installation française sur la grande île. Le navire Saint-Louis met également le cap sur l'île qui nous est chère, la Réunion, et dans la baie de Saint-Paul. Les arbres du roi sont plantés pour revendiquer la possession de l'île. D'ailleurs, vous savez pourquoi Saint-Paul? Tout simplement parce qu'ils ont fait ça le jour de la Saint-Paul. Et sauf qu'en fait, le jour de la Saint-Paul, c'est aussi le jour de la Saint-Pierre. Donc ça veut dire que la ville de Saint-Paul, elle aurait pu s'appeler Saint-Pierre. Pourquoi on a choisi Saint-Paul? Je sais pas. En tout cas, cette prise de possession, contrairement à celle revendiquée par François Coche, est beaucoup mieux documentée et donc plus officielle. Retournons à Madagascar, où la vie pour les colons se révèle être tout sauf facile.
Entre les fièvres, les attaques de crocodiles et les conflits avec les tribus locales, Saint-Luce se révèle beaucoup trop dangereux. À la recherche d'un havre plus sûr, les colons se déplacent vers le sud, à Tolongar, renommé Fort-Dauphin. Plus tard, Foucambourg choisira de retourner en France, mais son voyage prend une fin tragique lorsqu'il est assassiné, soulignant les dangers et l'incertitude de l'époque. Pendant ce temps, Prony, resté à Madagascar, tente une approche diplomatique en épousant une femme malgache, cherchant à établir une alliance avec sa tribu. Cependant, cette union complexifie la gestion de ses ressources, le forçant à partager son garde-manger entre son équipage et sa nouvelle belle famille. Ces tensions culminent en février 1646 lorsque l'équipage se révolte contre Prony, le plaçant derrière les barreaux dans un retournement de situation spectaculaire. La libération de Prony survient 6 mois plus tard avec l'arrivée du navire Saint-Laurent. Une fois sa sécurité assurée, Prony prend une décision radicale, il envoie les mutins rebelles sur l'île Mascarin, à savoir la Réunion. Ces mutins, débarqués près de Sainte-Suzanne dans des conditions précaires, vont marquer l'histoire en établissant les premières habitations françaises sur l'île, dans la région du quartier français. De nouveau à la tête de la colonie malgache, Prony orchestre une opération déplorable en attirant des malgaches dans Fort-Dauphin avec l'intention de les capturer et de les revendre comme esclaves à un gouverneur hollandais de l'île Maurice. Cette action désastreuse envenime définitivement les relations entre Français et Malgaches, laissant une cicatrice profonde dans les interactions entre les deux peuples. 2 ans après les tumultes de la révolte et de la déportation des mutins à La Réunion, un nouveau chapitre s'ouvre avec l'arrivée de Monsieur Étienne de Flacourt à Fort-Dauphin. La situation qu'il découvre à Madagascar est chaotique, le lieu ayant pris des allures de Far West où l'ordre et la loi semblent avoir été oubliés. Flacourt, doté d'une éducation solide, d'intelligence et issu d'une bonne famille, est déterminé à restaurer la stabilité et à redorer le blason de la colonie. Avec une poigne de fer, il prend rapidement des mesures radicales. Il arrête Prony et le renvoie en France. Convaincu du potentiel de Madagascar, il s'emploie à rassembler la communauté éparpillée et à rétablir des relations harmonieuses avec les Malgaches, comprenant que la coexistence pacifique est essentielle à la prospérité de la colonie. Et du coup, Flacourt se demande et s'interroge sur le sort des mutins exilés à Mascarin. Que sont-ils devenus ? En décembre 1649, il prend l'initiative d'envoyer un navire pour les ramener à Fort-Dauphin. Cette décision s'accompagne d'une 3e prise de possession officielle de l'île au nom du roi. Le lieu est baptisé la Possession du Roi, donnant ainsi naissance à la ville de la Possession. Dans le même temps, l'île est rebaptisée l'île Bourbon, en hommage à la dynastie royale française des Bourbons qui règne sur le trône. Et là, le retour des mutins s'avère être une surprise des plus positives. Non seulement ils sont en parfaite santé, mais ils reviennent également avec des histoires qui semblent tout droit sorties d'un conte de fées. L'île Bourbon est décrite comme un paradis terrestre, un endroit où la vie est douce et prospère. Ces récits enthousiastes contrastent avec la réalité difficile de Madagascar et commencent à faire de la Réunion un lieu particulièrement attrayant aux yeux des Français. Inspiré par ces témoignages, Flacourt utilise ces informations précieuses pour dessiner l'une des premières cartes de la Réunion. Dans les années qui suivent à Fort-Dauphin, l'optimisme initial de Flacourt face à la tâche de gouvernance commence à s'effriter. Isolé et sans nouvelles de la France, Flacourt se retrouve face à une situation de plus en plus précaire. L'absence de renforts ou de nouvelles de la métropole le pousse à douter. Et si la France avait oublié ses lointains colons ? Dans un geste audacieux, il décide de prendre les choses en main en construisant une grande barque, non pas pour l'exploration, comme il le prétend officiellement, mais pour tenter de rejoindre la France et solliciter l'aide tant attendue. C'est donc en novembre 1653 qui marque le départ de Flacourt sur cette barque. Et celui-ci confie le commandement à Antoine Couillard. Cependant, le destin en décide autrement. Des vents contraires forcent Flacourt à retourner à Fort-Dauphin après 3 semaines d'efforts infructueux. Cette tentative avortée de quitter Madagascar alimente le mécontentement parmi les colons, déjà très tendus. Antoine Couillard, frustré de perdre son rôle de mini-chef, conspire contre Flacourt, exacerbant les tensions au sein de la colonie. La méfiance règne jusqu'en octobre 1654, lorsque l'arrivée de 2 navires en renfort offre à Flacourt l'opportunité d'exiler Couillard et ses complices à Bourbon, près de l'étang Saint-Paul. Ils sont accompagnés de Malgaches, chargés de cultiver du tabac sur l'île. Flacourt, quant à lui, en profite pour se rendre en France, un voyage d'où il ne reviendra jamais. L'île Bourbon se retrouve alors avec l'équipage de Antoine Couillard, isolé et sans nouvelles de Madagascar pendant 4 ans. Cet épisode ne durera pas plus longtemps avec l'arrivée d'un Anglais qui convainc les Français que Fort-Dauphin n'existe plus et propose de les ramener au pays.
Les Français seront finalement débarqués en Inde, à Madras, abandonnés à leur sort, tandis que les Malgaches seront réduits en esclavage. Cette série d'événements laisse l'île Bourbon déserte une fois de plus. Les oiseaux et les tortues de l'île peuvent à nouveau prospérer. Et donc à mesure que la situation à Fort-Dauphin se détériorait, l'île Bourbon, avec ses promesses d'un nouveau départ, commençait à séduire ceux qui cherchaient des horizons plus cléments. C'est dans ce contexte que Louis Payen, un colon déterminé de Fort-Dauphin, choisit de se lancer dans une aventure audacieuse, établir une présence durable sur l'île Bourbon. Accompagné d'un ami, dont le nom s'est perdu dans les méandres de l'histoire, et de 12 serviteurs malgaches, dont 9 hommes et 3 femmes, Payen entreprend ce voyage avec l'objectif ambitieux de peupler l'île. Avec 3 femmes pour 11 bougs. Payen l'autre calculé puis bon là. Donc on sent déjà venir les problèmes et les disputes, d'autant plus qu'une femme malgache est décrite comme étant très jeune. En novembre 1663, leur embarcation, le navire Saint-Charles, accoste à Saint-Paul, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour l'île Bourbon. Cependant, l'expérience ne se déroule pas comme prévu, puisque 20 mois plus tard, lorsque le commandant Regnault et d'autres colons arrivent à Bourbon, ils vont découvrir une situation compliquée. Les serviteurs malgaches se sont enfuis avec les femmes après avoir tenté d'assassiner Louis Payen et son ami. Cette escalade de violence serait le résultat des tensions préexistantes entre Français et Malgaches et certainement exacerbée par la rareté des femmes sur l'île. Louis Payen et son compagnon, survivants de cette tentative d'assassinat, trouvent refuge dans un lieu qui est supposé être aujourd'hui la grotte du peuplement, anciennement connue sous le nom de grotte des premiers Français. Bien que cette localisation repose sur des suppositions basées sur des récits historiques décrivant un lieu entouré de multiples cascades, il est plausible que cette grotte ait offert un abri aux premiers habitants de l'île. En effet, à cette époque, les falaises du front de mer de Saint-Paul étaient réputées pour leurs nombreuses cascades, offrant un cadre naturellement majestueux pour les débuts tumultueux de la colonisation de l'île. Et donc avec l'arrivée de Regnault et ses hommes sur l'île Bourbon, les tensions auraient pu atteindre un point de rupture suite à l'évasion des Malgaches et à la tentative d'assassinat de Louis Payen et de son ami. Cependant, Regnault opte pour une approche conciliatrice, choisissant de ne pas punir les Malgaches enfuis. Cette décision permet de calmer les esprits et d'ouvrir la voie à une cohabitation plus pacifique sur l'île, en tout cas temporairement. Louis Payen et son ami, quant à eux, reprennent la mer, tandis que les Malgaches choisissent de s'établir sur l'île, certains parmi les nouveaux colons, d'autres préférant la solitude des hauts. Et parmi les serviteurs malgaches, si les destins des femmes sont brièvement évoqués, ceux des hommes restent en grande partie totalement inconnus, à l'exception peut-être de Jean Mousse et Étienne Lamboutique, dont les actes de mariage et la descendance sont documentés. Jean Mousse et Marie Caz, une femme malgache faisant partie des premiers arrivants, donnent naissance au premier enfant connu pour être né et avoir vécu sur l'île Bourbon. Cette fille, baptisée Anne Mousse, est ainsi considérée comme la grand-mère de tous les Réunionnais. Il est aussi intéressant de noter que le nom de ces malgaches ont bien sûr été francisés. Par exemple, Mousse serait en fait un nom astrologique malgache, donc Moussa, l'équivalent de Moïse, et donc renvoie à des origines musulmanes et malgaches. On y découvre aussi, parmi les premiers malgaches préférant vivre dans les hauts, écartés du littoral français, l'existence possible de Anchin, le premier chef marron de la Réunion. Anchin est celui qui aurait donc posé la première brique du fameux royaume marron de l'intérieur, notamment à Salazie, où seule la topologie des lieux ont gardé les traces de ce personnage. On y retrouve en effet le piton d'Anchin, où Anchin veut dire en malgache « chez Saïn ». C'est de cette façon que la Réunion commence véritablement à entrer dans l'histoire. Donc lorsque le projet colonial à Madagascar va échouer lamentablement, la France va s'installer donc sur cette île jusqu'alors inoccupée. Donc oui, le peuplement de la Réunion commence bel et bien avec la France, mais cependant les premiers êtres humains arrivés sur l'île et ayant décidé de s'y installer durablement sont quant à eux malgaches. Et ce ne sont pas des malgaches ordinaires, puisque ce sont aussi les premiers rebelles à avoir rejoint les hauteurs de l'île en quête de liberté, laissant ainsi la voie à la création d'une société tout entière à l'intérieur de la Réunion, et en opposition, en résistance au littoral qui est alors français. Quand on parle des débuts du peuplement de la Réunion, il faut donc faire la distinction entre le peuplement du littoral qui est alors majoritairement blanc, mais qui verra bien évidemment l'arrivée de vagues d'esclaves noirs par la suite, et le peuplement des hauteurs de l'île qui est ici majoritairement malgache et qui restera libre et en farouche opposition au système colonial. En tout cas, j'espère que cette vidéo l'a permis à Zod d'apprendre plus sur le pourquoi et le comment de la Réunion a été peuplée, bien qu'évidemment il reste encore énormément de mystères à élucider. Quoi qu'il en soit, nous l'histoire commence vraiment d'une manière tragique, un tas de péripéties, un tas de moments forts dignes des plus grands dramas quoi. Donc
Ben, oublie pas de suivre à moi pour parler de la suite dans le prochain épisode. En attendant, ben, Mediazot prend soin de Zot et ben, nous retrouve alors. Prête-moi ton